Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence faite oui, par la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, dont je suis titulaire. Mon nom est Martin Blais. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la conférence s'intitule Backlash anti-LGBTQ+, et montée du fascisme, comment résister? Alors, notre personne conférencière aujourd'hui est Chacha Enriquez de l'Université du Québec à Montréal. Alors, Chacha Enriquez est enseignante en sociologie et activiste queer. Alors, Chacha, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup pour l'invitation à donner cette conférence et pour toutes les personnes qui viennent, hein. On a un record de 200 inscriptions. C'est quand même, ça montre qu'il y a un vrai intérêt et un besoin, je pense, d'ouvrir des conversations autour de la question de la montée du fascisme. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, alors c'est sûr qu'on a 45 minutes, donc on est sur un format un peu court, donc je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion. Je vais pas forcément pouvoir rentrer en profondeur sur beaucoup de sujets. Vous pourrez, comme dans la période de questions, me poser d'autres questions, mais on a des projets qui s'en viennent, qui vont aider à poursuivre ces conversations, parce que je pense qu'on a besoin d'ouvrir de plus en plus ces conversations-là à l'intérieur de nos communautés. Donc pour me présenter un peu, j'enseigne la sociologie et je suis activiste queer. J'ai coordonné l'ouvrage Sexualité et dissidence queer qui est sorti il y a 2 ans et le tome 2, Décolonialité et résistance queer, coordonné par Marianne Jbat, sort le 31 mars, 2 ans jour pour jour après le volume 1. Et on a deux lancements déjà prévus à Montréal et à Québec, donc 8 avril et 11 avril, save the date. Je pense que dans le contexte dans lequel on est, c'est particulièrement important de nouer des alliances entre le mouvement LGBTQ+, et les luttes antiracistes et décoloniales. À ce propos, je pense que les analyses des intellectuels queer racisés et autochtones sont particulièrement importantes. Donc, je pense que ce livre va nous offrir des beaux outils pour développer et construire ces alliances. Moi, j'ai travaillé sur un chapitre pour essayer de penser la montée de l'extrême droite en lien avec la question de la suprématie blanche. Donc, je vais intégrer cette perspective-là dans ma présentation aujourd'hui, ce qui fait que j'ai un peu moins réactualisé mon contenu LGBT. Je vais vous emmener un peu à d'autres endroits. C'est sûr qu'on va pas avoir le temps d'aborder tout ce que j'ai dans mon PowerPoint, mais c'est correct. Ça va être une étape. Je vous fais une autre annonce. On travaille en ce moment sur la construction, la création d'un balado queer antifasciste avec le Club Sexu qui serait co-animé avec Charlie Morin, où justement l'idée là, ce serait d'avoir euh, pour la première saison, par exemple, une dizaine d'heures, donc une dizaine d'épisodes avec des invités où on peut creuser en profondeur cette question de la montée du fascisme et de comment résister. Et on est donc actuellement en recherche de financement. Si jamais vous avez des plugs, n'hésitez pas à nous les donner. Ou vous pouvez donc, on va lancer une campagne de sociofinancement au printemps parce qu'on veut vraiment sortir la saison 1 et commencer maintenant parce que ben, c'est l'actualité, là, il faut qu'on sorte du contenu. Donc c'est ça, vous pouvez soit suivre nos plateformes Instagram, soit vous inscrire sur l'infolettre du Club Sexu pour avoir les infos. Euh, pour commencer, généralement, je commence mes conférences sur la question du fascisme en parlant du système nerveux, un petit détour que je pense utile. Donc souvent, on va dire qu'il y a trois zones. Zone verte, qui est la zone de la connexion, de la sécurité. Donc là, c'est la zone où on peut discuter, échanger, on se sent bien, on est capable de je sais pas, de se sentir bien dans notre vie et d'avancer et d'évoluer et de se construire. La zone orange, c'est la zone où on perçoit un danger. Hein, c'est la zone du fight or flight. On perçoit un danger et vu qu'on perçoit un danger, on le combat ou on fuit. Et la zone rouge, c'est la zone où on perçoit un danger de mort et c'est là où on fige. En fait, les forces d'extrême droite font tout pour nous emmener en zone rouge. Hein. C'est vraiment une stratégie qui est mise en place de leur part, qui a été théorisée hein, notamment par Steve Bannon, d'inonder le débat public de désinformation, de mensonges, d'actions aussi, de lois qui font qu'on se retrouve dépassé. Hein, je sais pas vous, mais moi souvent je me sens dépassé, on sait plus quoi faire, on dissocie, tu sais, on fige justement. Donc il faut collectivement qu'on arrive à essayer de sortir de cette zone rouge le plus possible et à se situer le plus possible en zone verte. Donc ça passe par faire communauté.
par construire des communautés, être avec d'autres personnes antifascistes. Moi, je pense que faire communauté, c'est notre communauté LGBT, mais je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie de combattre le fascisme, on doit se réunir, travailler ensemble, et ça, je pense que ça nous aide à avancer. Des fois, on se retrouve aussi en zone orange, mais essayer de sortir de la zone rouge, ça nous aide. Ça peut aussi être des fois de décrocher des médias et des médias sociaux parce que ben, on est inondé d'informations, de désinformations et souvent ça nous fait figer. Donc il y a des stratégies à mettre en place, je pense, qui peuvent nous aider à être en zone verte. On a besoin d'être en zone verte pour mener les luttes qu'on a besoin de mener en ce moment. Euh, la diversité sexuelle et de genre a toujours existé. En fait, la diversité est inhérente à l'humanité. Hein, on est tous différents les uns des autres. Ça, c'est quelque chose que les forces d'extrême droite essayent de combattre. Hein. Les principes ou les valeurs fortes qu'on porte, qui sont la diversité et l'égalité, donc on est tous différents et on doit tous être égaux, ce sont les valeurs de base qui sont combattues par l'extrême droite. Hein, donc ça, je pense que c'est important de conserver ces valeurs, de les affirmer, de se réunir avec d'autres personnes qui croient en ces valeurs-là. On a toujours existé et quand on réfléchit à la question du backlash, à la question de cette montée du fascisme et de comment en ce moment ils essayent de nous faire disparaître, on réalise qu'ils nous ont déjà fait disparaître, qu'ils ont déjà fait disparaître la diversité sexuelle et de genre, notamment dans le contexte de la colonisation. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important à réfléchir, la question de la colonisation et de la suprématie blanche. Euh, En fait, je vais vous parler de Marco Rubio, qui est comme un secrétaire d'État de Trump, qui, à la conférence de Munich il y a quelques jours, a fait une déclaration là-dessus. Il a dit, mais en fait, pendant 500 ans, donc depuis Christophe Colomb jusqu'à 1945, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a eu un empire très puissant. Hein, c'était un empire expansif. Hein, de colonisation, donc il invite à recoloniser le monde et à dire que 1945, c'est le moment où ça s'est contracté. Donc lui voit 1945 comme une défaite. Hein, alors que nous, on voit ça comme la libération, on voit ça comme le moment où s'est mis en place la justice internationale, le droit international, et donc il considère que c'est un moment d'échec, un moment de contraction, et il invite à recoloniser le Sud global. C'est ça le projet de Trump. Donc leur projet, hein, Trump c'est Hitler. Je pense qu'il faut quand même se le dire parce que souvent, avant, je faisais un petit jeu où je me prenais des citations de Trump et de Hitler et on essayait de deviner qui a dit quoi. Puis on se rend compte que c'est la même rhétorique qu'il y a dans Mein Kampf que la rhétorique actuelle de Trump. Ils essayent de mettre en place un nouvel ordre mondial fasciste et donc un nouvel ordre expansionniste, donc de colonisation du monde. Bon, j'imagine que vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé, un coup d'État au Venezuela, le Groenland, ils veulent nous annexer, le génocide à Gaza. Donc tout ça s'inscrit dans la mise en place d'un nouvel ordre mondial fasciste et partout dans le monde, des forces d'extrême droite sont en train de prendre le pouvoir ou s'en approchent. Donc on est quand même dans une situation qui est assez grave. Que je replace, parce que souvent quand on parle du fascisme, on le date de Mussolini. Hein, on va dire l'apparition d'un régime fasciste, c'était Mussolini ou les nazis. Mais moi, je pense qu'il faut le placer dans la question de la suprématie blanche, dans la question de la colonisation et donc dans la question de ces 5 derniers siècles. Voilà. Une petite définition de l'extrême droite basée sur Salomé Saké. L'extrême droite repose sur un nationalisme exacerbé, associé à une tendance autoritaire et violente, s'attaquant aux principes démocratiques et à toute forme de contre-pouvoir. Donc, une des bases, la violence, est au cœur du projet de l'extrême droite ils vont s'attaquer donc aux principes démocratiques. Bon, la démocratie, on peut se questionner à quel point on est en démocratie. Est-ce qu'on est dans une situation oligarchique? Est-ce on est dans des formes de démocratie autoritaires qui sont en train de se diriger vers le fascisme? Mais les principes démocratiques qu'on avait, c'est-à-dire l'état de droit, par exemple, ils sont en train de les attaquer. Les contre-pouvoirs, comme l'université, comme le système de justice, etc., ils sont en train de les attaquer. Donc ça, c'est une des bases. Hein. L'autoritarisme, la violence est au cœur des politiques d'extrême droite. L'extrême droite rejette l'immigration et la diversité sous toutes ses formes, donc diversité culturelle, sexuelle,
de genre corporel, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, pour renforcer un ordre social inégal et violent. Donc on met en place un ordre social où on va prôner la hiérarchie, une hiérarchisation où certains humains ont plus de valeur, plus d'importance que d'autres, et d'autres groupes d'êtres humains sont déshumanisés. On les produit, on les construit comme étant violents, comme étant dangereux pour pouvoir exercer des violences contre eux, violences qui peuvent aller jusqu'à des politiques génocidaires ou des politiques d'extermination. Hein, les camps de concentration ne sont pas arrivés en 1933 quand Hitler a pris le pouvoir. Hein, ils sont arrivés après. Donc c'est des évolutions. On se dirige vers ça. C'est ce vers quoi ils essayent de nous amener. Au Québec, elle est principalement incarnée par le nationalisme identitaire. Donc le nationalisme identitaire, qui est comme un courant politique mené par Mathieu Bock-Côté. Je considère que Mathieu Bock-Côté, c'est la personne qui a le plus de pouvoir politique au Québec en ce moment. Mathieu Bock-Côté avec sa bande de chroniqueurs du Journal de Montréal, qui est très proche d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est l'extrême droite de l'extrême droite en France et qui a des liens avec Pierre-Carl Pelado, hein, parce que Québecor, c'est contrôlé par Pierre-Carl Pelado. Québecor, c'est le média où on diffuse, ou en tout cas, il y a le plus de militants d'extrême droite qui tiennent des tribunes. Et le nationalisme identitaire est présent autant à la CAQ qu'au Parti québécois. Donc, je trouve ça intéressant de le penser comme un courant politique qui influence les deux grands partis. Hein. D'ailleurs, c'est Mathieu Bocoté qui a fait advenir Legault et qui, en ce moment, fait advenir PSPP. Donc, c'est assez intéressant. Et je sais que des fois, en tout cas, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de dire de nous empêcher de dire qu'ils sont d'extrême droite, de nous empêcher de dire qu'ils sont racistes ou transphobes. Mais par rapport à ça, je vais vous lire une citation de Françoise Giroud qui dit: Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il monte le bout de son nez, on dit c'est lui. Vous croyez? Faut rien exagérer. Et puis un jour, on se le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Hein, Trump, au départ, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il mène ce genre de politique. Et en ce moment, ce nouvel ordre mondial fasciste, on parle des fois d'une internationale fasciste, où ce sont les mêmes stratégies qui sont utilisées partout autour du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'inspiration les uns aux autres. Et Epstein, a priori, c'était un de ses projets, hein, de construire une internationale fasciste, où Trump est évidemment très présent, mais où il allait aussi chercher des leaders d'extrême droite de différents pays pour les amener sur son île et les faire se rencontrer. Hein, donc il y a quand même quelque chose ici qui qui est ténu. Alors, comment ça fonctionne? Euh, donc la base de la montée de l'extrême droite, c'est à travers la guerre culturelle. Une guerre culturelle qui est menée par les forces conservatrices à travers une bataille médiatique et sémantique. Quand je parle de forces conservatrices, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence entre le conservatisme et l'extrême droite. Avant, on pouvait avoir un conservatisme qui était attaché à l'état de droit. Aujourd'hui, les forces conservatrices, généralement, attaquent l'état de droit. Il peut exister encore quelques conservateurs qui tiennent à l'état de droit, mais principalement, majoritairement, les forces conservatrices sont en train de s'enfoncer dans des politiques d'extrême droite et donc de destruction des institutions démocratiques. Donc, Salomé Saké, c'est son livre Résister, nous dit: l'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits. Ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Donc c'est ça qu'on va un peu s'atteler à faire. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Euh, donc l'extrême droite est en train de prendre le contrôle des discours médiatiques et politiques. Hein. De plus en plus, de discours médiatiques et politiques sont contrôlés par l'extrême droite, que ce soit les médias mainstream ou les médias sociaux. Et leur objectif, dans le fond, c'est de diffuser un maximum de mensonges, de désinformation, de dire un peu tout et n'importe quoi dans les médias sociaux, dans les médias, pardon, pour nous enfoncer dans une ère de la post-vérité. Avant de rentrer sur la post-vérité, vous avez dû entendre parler un peu du concept de la fenêtre d'Overton, hein, de quels discours sont considérés comme étant acceptables ou inacceptables dans une société où pendant longtemps, tout ce qui était lié à l'extrême droite était jugé comme étant inacceptable et où tout leur travail médiatique, tout ce qu'ils ont fait, l'énorme travail médiatique qu'ils ont fait, c'était de rendre acceptable
les discours d'extrême droite, notamment en disant, mais vous dites qu'on est d'extrême droite, c'est une stratégie pour nous censurer, pour rendre légitime le fait qu'ils expriment des discours de haine dans l'espace public, et en même temps faire déplacer le curseur donc de plus en plus à droite et faire que des groupes comme Québec solidaire, qui sont relativement de centre-gauche, passent pour des groupes d'extrême gauche. Donc c'est vraiment un déplacement de ce curseur-là, c'est ça l'objectif. Et ils essayent de défoncer cette fenêtre d'Overton en allant toujours plus loin. L'exemple du salut nazi de Musk, vous vous rendez compte, c'était il y a un an. Moi, je retravaillais sur ce PowerPoint et j'étais comme, il s'est passé tellement de choses en un an, tu sais, ça va quand même très rapidement. Euh, donc c'est ça. Donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers, de rendre de plus en plus légitimes des politiques fascistes, des politiques et des discours d'extrême droite. Donc leur objectif avec leur discours dans l'espace médiatique et politique, c'est de nous enfoncer dans une ère de la post-vérité, c'est-à-dire sans arrêt, en fait, ils profèrent un peu tout et n'importe quoi, on peut dire un peu tout et son contraire, sans que ça ait de conséquences, hein, c'est un peu ça l'idée et l'objectif, de sortir de la désinformation, d'utiliser l'intelligence artificielle. Ils revendiquent même hein, l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins politiques dans leur campagne. Ils disent que c'est normal de l'utiliser, donc c'est assez clair. Mais la post-vérité, c'est pas une ère du mensonge généralisé. C'est pas ça le plus intéressant. Clément Viktorovitch, en France, il dit l'ère de la post-vérité, c'est surtout une ère où, étant donné qu'on peut dire tout et son contraire, ça produit une grande indifférence au vrai. Là où avant, on allait s'intéresser beaucoup plus au vrai, c'est quoi les faits, et à partir des faits, on peut comprendre ou se positionner. Là, on ne s'intéresse plus à qu'est-ce qui est vrai. Et donc, si on ne s'intéresse plus à qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, ben, nous, je pense qu'à gauche, on le fait, et je pense que c'est très important de continuer à le faire, mais la plupart des membres de la population ne le font plus. Ça fait que finalement, on en finit par croire ce qui nous fait plaisir. D'accord? On croit ce qu'on veut croire quelque part. Et c'est une stratégie qui est utilisée. Pensez juste à... vous analyserez un peu le discours, par exemple, de Bob Coté, qui s'intéresse beaucoup à toutes les critiques qu'on exerce contre lui, mais il va tout le temps renvoyer les critiques qu'on utilise contre lui aux personnes qui utilisent ces critiques-là contre lui. Donc, il va accuser les autres de mentir, de désinformation, etc. Et ça, c'est des stratégies pour nous emmener vers la post-vérité. Si on a deux personnes qui disent qu'ils mentent et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'instance derrière qui est capable de rectifier les faits, de rectifier la vérité, bah, au final, qui est-ce que je crois? Je crois la personne que j'ai envie de croire. Donc, vous voyez, ce sont des stratégies. Leur objectif avec cette diffusion de désinformation, de panique morale, c'est de produire des menaces imaginaires et de produire une réalité alternative. D'accord? Les menaces imaginaires, c'est notamment nos communautés, donc les communautés LGBT qui sont produites comme menaçantes, les personnes migrantes, les personnes musulmanes, la gauche, les antifascistes. Donc on essaye de produire des menaces imaginaires à travers des campagnes de désinformation, de mensonges, de manipulation des faits, etc. Des techniques de panique morale, de présenter les faits quand ça nous arrange et d'invisibiliser tous ceux qui nous arrangent pas. Donc il y a toute une série de stratégies qui sont mises en place pour qu'on finisse par croire qu'il y a des menaces, que les groupes minoritaires, qui sont ceux qui ont le moins accès au pouvoir, seraient ceux qui sont les plus menaçants. D'accord? Et ainsi inciter la population à développer de la haine, hein, de développer de la haine, réagir, donc développer déjà de la peur, parce que en fait, je pense que les gens ont vraiment peur, parce qu'ils finissent par croire ces discours-là, donc développer de la peur et ensuite la transformer en haine, en violence. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais présenté les cerveaux. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de construire une base électorale militante en produisant une peur qui fait que les personnes vont se situer en zone orange, vont se dire attention, les femmes trans sont dangereuses, il faut réagir, il faut légiférer, il faut mettre en place des lois, il faut agir contre les femmes trans parce qu'elles seraient dangereuses. Vous comprenez un peu le mécanisme? Donc ça, c'est vraiment au cœur de leur stratégie pour prendre le pouvoir. Euh, donc, quelques exemples. Là, l'idée de la propagande LGBT. Donc, il y a toute cette idée qu'on ferait de la propagande dans les écoles, que notre objectif, ce serait de transformer tous les jeunes en LGBT. Des attaques notamment contre l'heure du drag, l'heure du conte, drag. Euh, Après, c'est ça, quand on est enfant, il y a quoi de plus fun que d'aller
d'avoir un conte qui nous est lu par un personnage coloré, déguisé, voilà, c'est extrêmement fun. Ça fait que les enfants queer peuvent s'identifier et que les enfants qui sont pas queer, bah, ils se posent des questions et c'est jamais mauvais de se poser des questions. Les forces d'extrême droite ne veulent pas qu'on se pose des questions, elles veulent nous obliger à obliger les enfants à rentrer dans l'hétérocisnormativité et à ne pas pouvoir en sortir, ou en tout cas à renforcer les violences qui rendent très compliqué le fait de pouvoir s'assumer et se vivre. Ça, on le sait en tant que... j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous, comme moi, ont été des enfants queer. Donc, on sait c'est quoi être un enfant queer, se sentir mal dans notre peau, avoir peur de subir des violences parce que si on découvre qu'on est queer, etc., etc. Donc, on vit en réalité dans une propagande hétérocis-normative, une propagande qui essaye de nous forcer à être hétérosexuels et cisgenres. Donc, ils opèrent ici une inversion. Ils disent que finalement, juste le fait que des enfants seraient en contact avec des personnes LGBT ou puissent questionner la norme serait en soi de la propagande. Donc, vous voyez comment ils opèrent des inversions pour nous construire comme étant dangereux et pour faire qu'on n'ait plus de lien ou de contact avec des enfants. Euh, j'ai mis les dossiers Epstein ici aussi parce que ils développent beaucoup d'arguments sur la protection des enfants, hein. Ils essaient de se mettre du côté de la protection des enfants. Moi, je pense qu'ils en ont pas grand-chose à foutre de la protection des enfants. En tout cas, ceux qui lead, je pense que les personnes qui embarquent dans ces discours-là, ils y croient. Tu sais, ils croient qu'il y a vraiment une menace, que c'est dangereux, qu'il y a de la contagion sociale, etc. Mais je pense qu'ils s'en fichent parce que si on veut vraiment s'intéresser à pouvoir à protéger les enfants, il faut essayer de s'attaquer aux violences qu'ils subissent, et donc notamment aux violences que les enfants queer subissent, mais aussi à où sont vraiment les risques d'agression sexuelle. Parce qu'ils vont accuser les personnes LGBT, les drags, les femmes trans d'être potentiellement des prédatrices sexuelles. Sauf que le nombre de drags qui sont accusés d'agression sexuelle sur des enfants, j'en connais même pas. Euh, Ce qu'on sait par contre, c'est qu'est-ce qui représente un danger pour les enfants? Ce sont des gens qu'on connaît, des membres de la famille, c'est des coachs sportifs, c'est des proches, des personnes en qui on a entièrement confiance. Donc, il n'y a pas un intérêt pour comprendre qu'est-ce qui représente réellement un danger pour pouvoir le combattre à partir des faits réels. Il y a juste un intérêt à produire un groupe comme étant dangereux pour faire qu'on combatte ce groupe-là. Donc, produire une menace imaginaire. Euh, L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est la question de la couverture médiatique des enfants trans, hein. Il y a encore une dizaine d'années, dans les années 2010, il y avait quand même un intérêt par rapport aux communautés LGBT dans les médias. Oh mince, j'ai pas starté mon... C'est pas grave. Il y avait un intérêt. Donc, on avait des reportages, parfois maladroits, mais qui nous disaient Martin est devenu Marie. Vous voyez ce que je veux dire, avec de l'empathie, avec de la bienveillance quand même. Euh, Toujours avec un narratif qui était généralement associé à la souffrance. Pouvait être un peu maladroit, mais au moins avec un vrai intérêt et de l'empathie. Et tout a changé au moment où il y a eu toute une panique morale qui a été mise en place sur la question des détransitions. Donc là, on va mettre de l'avant la question des détransitions. On va essayer de faire croire que les enfants, par exemple, qu'on essaye de transer tous les enfants et que les enfants subiraient recevraient des chirurgies, par exemple. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de chirurgie sur des mineurs de moins de 16 ans euh, dans les soins de santé transaffirmatifs. Mais, par exemple, le Parti conservateur du Canada, la motion qu'ils ont adoptée pour protéger les enfants, ils dénonçaient le fait qu'il y avait des chirurgies. Donc, vous voyez, ils essayent de faire croire qu'il y aurait des changements inchangeables, en tout cas auprès desquels on ne peut pas retourner en arrière, que c'est extrêmement dangereux, et donc d'essayer d'empêcher que les enfants et adolescents trans aient accès aux soins de santé transaffirmatifs dont ils ont besoin, alors même qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que l'accès aux soins de santé transaffirmatifs pour les mineurs sauve des vies. C'est un consensus scientifique. Mais on va mettre ce consensus scientifique de côté, on va pas l'écouter, puis on va aller essayer de chercher une recherche avec une méthodologie douteuse pour dire, regardez, il y a un danger. Donc on met l'accent sans arrêt sur les détransitions. Les détransitions, c'est un sujet, je pense, qui est pris au sérieux par nos communautés, qui touche très peu de personnes, hein, de 0,3 à 2,5%, et qui ne veut pas dire nécessairement que les personnes vont retourner dans leur genre de naissance.
Ça veut pas dire ça. En fait, la transition, c'est un processus complexe, puis des fois, tu vas d'un bord, puis après, tu vas de l'autre. Tu sais, c'est un processus qui est complexe. Mais, mets l'accent là-dessus. On va mettre l'accent sur le risque de regret, notamment avec une statistique sur le fait, bon, que ce sont des changements, on peut pas revenir en arrière. Et là, la statistique, c'est 1% des personnes qui regrettent les soins de santé transaffirmatifs. Après, d'après une recherche scientifique qui a été menée, on était à un chiffre de 1%. Sauf que, donc, on peut utiliser ça en stratégie de panique morale pour faire peur aux gens, mais si tu regardes le regret sur toutes les chirurgies, c'est 14%. Donc, le taux de regret, tu sais, quand on compare, on est comme, mais en fait, c'est ridicule, c'est très faible. Le taux de regret pour avoir un tatouage, c'est de 12%, particulièrement si c'est un tatouage de Harry Potter. Le taux de regret pour avoir eu un enfant est de 10%. Donc, vous voyez, c'est les stratégies de panique morale pour faire peur. Euh, D'autres stratégies qui vont être utilisées, donc on va beaucoup cibler les femmes trans, j'en avais parlé, les femmes trans dans le sport, par exemple. On n'a aucune preuve, mais on va présupposer que les femmes trans auraient des avantages dans le sport et on va essayer d'empêcher les femmes trans d'avoir accès au sport. Donc les femmes trans ne peuvent plus pratiquer de sport. Alors qu'on a une méta-analyse qui vient de sortir qui nous dit, méta-analyse, donc une recherche qui réunit plein de recherches qui dit que les femmes trans n'ont pas d'avantages. Donc c'est significatif. On construit les femmes trans comme représentant un danger pour les femmes cis, par exemple, dans les toilettes, sans aucune preuve, sans rien. Donc vous voyez, c'est tout le temps des stratégies de mensonges, de désinformation, de manipulation pour faire peur, pour produire une peur, pour nous construire comme étant dangereux. Et face à ce danger, il faut réagir. Et donc, les inviter à réagir. Et, hein, c'était le cas, là, je pense la question des femmes trans est très instrumentalisée et utilisée ici, notamment, on l'a vu au Parti québécois récemment, la motion qui a été adoptée, où à la fois on réaffirme la binarité des sexes, ils vont dire, et en même temps, on dit que on exclut les personnes trans, en fait, de cette binarité, on exclut les personnes trans des espaces pour femmes. Donc c'est vraiment une stratégie de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on nous dit il n'y aurait que deux genres, que deux sexes, hommes et femmes, mais les personnes trans ne peuvent pas rentrer dans ces catégories-là finalement, et donc les personnes trans sont considérées comme moins humaines. Donc c'est ça, c'est un des mécanismes qui joue ici. Euh, je vais continuer. Donc la production des menaces imaginaires, là je vous ai pris quelques petits exemples, a une triple fonction. Donc premièrement, créer une peur, ça je vous l'avais nommé, créer une peur que par rapport à des groupes qu'on considère comme dangereux, qu'on construit en tout cas comme étant dangereux, comme étant menaçants, afin de les déshumaniser. Si ce groupe est dangereux, menaçant, il faut l'exclure, donc afin de déshumaniser et de haïr. La haine, hein, c'est une émotion intense qui a vocation à exclure de manière intentionnelle certains groupes sociaux de la société. Donc la haine, c'est ça la base. Donc si on se dit que, bon là j'ai pris l'exemple des personnes trans, je vais prendre l'exemple des personnes migrantes ou des personnes musulmanes, si on considère que ces groupes-là sont des groupes dangereux, il faut donc les attaquer, il faut donc mettre en place des lois, il faut donc leur empêcher d'immigrer, les empêcher d'immigrer, etc., etc. Première fonction. Deuxième fonction, mobiliser une base militante électorale pour prendre le pouvoir ou le conserver. En construisant la peur par rapport à ces peurs imaginaires, on va les mobiliser parce qu'on incite une partie de la population à se mobiliser contre ces groupes minoritaires qui sont construits comme menaçants. Troisième aspect, le détournement d'attention des réels problèmes et des réelles menaces. En fait, pour bien comprendre cette logique du détournement d'attention, je pense qu'il faut se poser un peu la question, tu sais, comment ça se fait que l'extrême droite est aussi puissante aujourd'hui? Et en fait, ce qu'on voit, et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une alliance entre l'élite économique et l'extrême droite. C'est-à-dire que l'élite économique qui, après plusieurs décennies de politique néolibérale, a creusé de plus en plus les écarts de richesse et qu'on a une planète qui va pas bien avec les réchauffements climatiques. Donc on sait que c'est un mode de vie qui est plus tenable. Aujourd'hui, on serait rendu, je pense, les 12 milliardaires les plus riches ont autant que 50% de la population. Donc c'est des écarts de richesse qui sont énormes, hein. C'est des écarts de pouvoir, hein. Ils n'ont pas besoin d'argent en plus du tout. C'est vraiment
juste pour accumuler du pouvoir. Et là, l'élite économique, dans une situation qui est intenable, hein, qui est intenable en termes de réchauffement climatique, en termes d'écart, en termes de comment les classes moyennes et les classes populaires sont de plus en plus appauvries et c'est de plus en plus difficile, font le choix stratégique de miser sur l'extrême droite et de donner le pouvoir à l'extrême droite. Donc cette guerre culturelle, elle est jumelée avec une guerre économique, ou plutôt à la base, on a une guerre économique, hein, qui est la question des classes sociales, où la classe dominante, l'élite, s'allie avec l'extrême droite pour conserver son pouvoir, l'extrême droite qui sera toujours du côté des dominants, et pour pouvoir continuer à accumuler du pouvoir. C'est le cas notamment avec les tech bros aux États-Unis où on a vu que, bon, Musk, ça fait plus longtemps, mais on a vu qu'à l'arrivée de Trump au pouvoir, Amazon, Meta, etc., ils ont tous rejoint Trump eux qui avant avaient des politiques EDI, puis avaient des rainbow flags, voire même des progress flags des fois, en fait, on fait tomber tout ça, hein, et se sont rangés derrière les politiques d'extrême droite ils ont beaucoup de pouvoir, donc c'est dangereux. C'est-à-dire que par exemple sur Meta, il y a des comptes qui sont fermés juste parce que ce sont des comptes militants, ce sont des comptes qui dénoncent le génocide en Palestine. Donc pareil, il y a une diffusion très forte des comptes masculinistes auprès des jeunes, hein, qui explique aussi la montée des violences chez les jeunes, comme l'a documenté la FAE hier, ils ont sorti ça, je pense. On le voit en France aussi, hein, avec Bolloré, milliardaire d'extrême droite, qui a acheté en fait énormément de médias. Donc à la base, il n'était pas du tout dans les médias. Et là, il a acheté énormément de médias pour, dans ces médias, juste mettre des chroniqueurs d'extrême droite, en fait. Et donc, ça crée une diffusion massive des idées de l'extrême droite, de la désinformation de l'extrême droite, qui fait que bah, on va la considérer comme vraie beaucoup plus quand elle est reprise dans toute une série de médias et des médias qui sont fortement consultés. Euh, Ils ont aussi le groupe Relais, qui sont c'est comme tu sais, des espèces d'endroits, des endroits dans les gares où tu peux acheter des magazines et des livres. Donc, c'est eux qui le contrôlent. Et donc, les livres qui sont disponibles, c'est quasiment que des livres d'extrême droite. Donc, vous voyez, il y a vraiment une bataille culturelle qui est menée, une guerre culturelle qui est menée en même temps qu'une guerre économique, hein. Il y a vraiment ces liens-là. Et c'est ça qui explique qu'ils ont de plus en plus de place dans les médias privés et qu'en ayant de plus en plus de place dans les médias privés, le discours médiatique étant circulaire, ils influencent aussi les médias publics. Euh, Quelle heure il est? Attendez, ça me réfléchir. Bon, ok, je vais faire un peu là-dessus parce que sur la question en fait du racisme et de l'immigration, on voit que c'est quelque chose qui est en fait très central, je pense, dans la montée de l'extrême droite au Québec autour du nationalisme identitaire. Le projet du nationalisme identitaire, c'est de construire un nous, hein, un nous en opposition. Donc on va parler de manière négative des migrants, des personnes musulmanes, afin de construire un nous qu'on voit comme étant positif, un nous québécois. Et ce nous québécois, c'est un nous québécois qu'on présuppose comme étant blanc et d'ascendance canadienne, française et catholique, hein. Donc il y a une opposition. On dénie en fait la québéquitude ou la possibilité d'être québécois pour des personnes qui sont issues de l'immigration ou qui ne seraient pas blanches à travers ces discours-là. Et on va donc avec la perspective du bouc émissaire, on va faire porter sur sur les personnes migrantes toutes les crises de la société. Crise du logement, on l'a fait porter sur les épaules des migrants, alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette crise-là, que c'est la spéculation immobilière et l'absence de construction de logements sociaux qui est liée aux politiques gouvernementales. On détourne l'attention des crises qu'il y a dans l'éducation et dans le système de santé en créant des paniques morales autour du voile, autour de l'immigration. En fait, le discours qu'ils essayent d'amener, ce serait comme si il y avait moins de migrants, ils essaient de produire des divisions, les blancs qui sont des classes moyennes ou populaires auraient accès à plus d'argent. Comme on construit les migrants comme si c'est des personnes qui étaient là pour accaparer des ressources, alors qu'en réalité, les personnes migrantes apportent des ressources autant qu'ils en utilisent, voire en apportent plus. Donc c'est des liens qui ont pas rapport, mais qui vont être comment dire amenés dans l'espace public et médiatique très fortement, hein. On va dire 100% de la crise du logement
est lié aux personnes migrantes. On va inventer des faux chiffres pour faire peur. Ça, c'est PSPP et la CAQ notamment qui inventent des faux chiffres pour créer vraiment cette menace imaginaire que serait l'immigration, qui constituerait une menace au groupe ethnoculturel dominant, hein, donc le groupe québécois blanc d'origine d'ascendance canadienne-française, et pour espérer faire une sorte d'indépendance, mais une indépendance qui serait une indépendance d'extrême droite, en fait. Une indépendance blanche. Donc, vous voyez, c'est très dangereux ces discours-là, et je pense qu'il faut vraiment les déconstruire et les dénoncer comme tels. Euh, je pense que j'ai plus beaucoup de temps. La question de la laïcité va un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va construire les musulmans comme étant violents, dangereux, etc., etc., pour se construire en opposition, notamment en parlant de valeurs. Donc à chaque fois, la charte des valeurs, la loi sur les valeurs, à chaque fois qu'on va mettre en place des lois anti-musulmans, on va parler des valeurs québécoises. Sauf que ces valeurs québécoises, elles n'ont jamais été définies collectivement. Je ne sais pas vous, mais est-ce que dans un recensement, on vous a demandé quelles étaient vos valeurs? Donc, elles n'ont jamais été définies, ces valeurs québécoises, mais en opposition, c'est une auto-mise en valeur. On s'auto-met en valeur contre les musulmans qu'on considère comme dangereux, rétrogrades, qu'ils essaieraient d'islamiser le Québec, etc. Donc, tous ces discours-là, et de manière constante, en fait, on va faire une sorte de chasse aux musulmans. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des nouvelles lois pour interdire de plus en plus d'espace aux femmes voilées. On va, là, par exemple, parler de la question des prières de rue qui concerne très peu de gens, mais c'est une bonne manière de cacher les enjeux dans l'éducation. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Si ça vous intéresse, l'Observatoire pour la justice migrante, ils font des super vidéos pour débunker justement tous ces discours anti-immigration, anti-islam, etc. Je vous invite à les consulter. Euh, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais parler un peu de la violence, mais j'ai plus, c'est ça. Je vais parler un peu de la violence, puis après je vais parler un peu des résistances. L'objectif des forces d'extrême droite, c'est un changement de régime. Hein, c'est ça leur objectif, c'est de mettre en place un régime fasciste. Trump, quand il a été élu, il disait élisez-moi et vous n'aurez plus jamais à voter. Donc c'est vraiment leur objectif. Et la violence, elle est au cœur du projet politique de l'extrême droite. Hein. On va donc, comme j'ai dit, prendre des groupes minoritaires qu'on prend pour cible, qu'on attaque, ces groupes, il faudra toujours un groupe. Hein. Ce sont des comportements de prédation. Il faudra toujours des groupes minoritaires à attaquer, à haïr ensemble. Hein. Et haïr ensemble produit une certaine joie, ce qui est vraiment bizarre à dire, mais ça produit un nous, ça produit du collectif. Hein. Quand on est entre blancs et qu'on va aller insulter des personnes migrantes, ça produit du collectif. Donc, une manière de résister, c'est de refuser ces discours-là, de s'opposer à ces discours-là quand on les entend, c'est la pire des choses face au fascisme, c'est l'indifférence en fait. C'est de rien dire, c'est de rien faire. Donc je pense qu'il faut, je vous invite à réagir. Euh, et donc un exemple, moi que j'ai tout le temps en tête, c'est en 1933, les nazis ont brûlé le Parlement. On fait accuser les communistes. Donc là, des campagnes de désinformation, de mensonges partout dans les médias, c'est les communistes qui auraient brûlé le Parlement. Ce qui fait que ça a justifié le fait d'assassiner les communistes, de les emprisonner, etc. Et en même temps, de lever les libertés civiles. Et c'est ainsi que ils ont fait une sorte de putsch, de coup d'État, et qu'ils ont réussi à prendre beaucoup plus de pouvoir et à détruire. Si tu détruis le Parlement, il n'y a plus de Parlement, donc il n'y a plus d'espace de discussion démocratique. Et sur la question de la violence, c'est vraiment important parce que on voit que les chiffres partout, c'est que les violences euh, 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 politiques sont attribuées aux États-Unis, c'est 93% des meurtres extrémistes sont attribuables à l'extrême droite. En France, 90% des meurtres politiques, donc eux, ils ont retiré l'aspect des attentats terroristes islamistes, mais 90%, c'est l'extrême droite aussi. Pourtant, en fait, ils vont essayer de faire porter la responsabilité à la gauche.
On le voit là en ce moment, ceux qui suivent un peu ce qui se passe en France, il y a une grosse cabale contre LFI où on essaye de dire que finalement les antifascistes seraient les nouveaux fascistes, que l'antifascisme serait la violence. Ils essayent de construire dans les discours les communautés trans ou LGBT comme terroristes. On est classifié comme terroriste en Russie et je pense aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou en tout cas c'est en discussion. Donc, communauté musulmane associée au terrorisme, personnes migrantes aussi, et tout ce qui est lié donc à la gauche et à l'antifascisme. Donc, ils veulent en fait faire taire et faire disparaître toute forme de résistance. Et donc, nous, on doit être très attentif à ça et remettre les choses en clair et affirmer un antifascisme fort. Je pense qu'il faut pas les laisser gagner là-dessus. Euh, Quelques stratégies donc pour réfléchir un peu aux résistances. Bon, là, je vous ai inondé un peu d'informations. Euh, pour réfléchir aux résistances, je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment on peut construire des mouvements de résistance et à le penser avec un modèle écologique, à se penser qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire auprès de ma famille, auprès de mes réseaux d'amis proches, qu'est-ce que je peux faire autour de mes communautés, qui peuvent être mes collègues, mon voisinage, les communautés LGBT. Qu'est-ce que je peux faire par rapport aux institutions? Donc, comment on produit du changement à l'intérieur des institutions, notamment les institutions dans lesquelles nous sommes, par rapport à la question des normes sociales et des forces historiques. Donc là, avoir une conscience du fascisme, que comment le fascisme est en train de s'installer et d'affirmer, je pense, une gauche forte, une gauche antifasciste forte et offensive et unie. Euh, je vais pas faire le dernier point, mais je pense que c'est intéressant de le penser comme ça parce que des fois, on se sent tellement enseveli sous les informations qui circulent dans les médias sociaux, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc, avoir des petites actions à notre échelle, c'est ça qui produit du changement aussi. Donc, faut pas l'oublier. Moi, je vois trois pistes intéressantes. L'éducation, donc connaître nos histoires, ça c'est important cultiver nos imaginaires aussi, être capable d'imaginer une société démocratique où l'égalité et la diversité soient au cœur du projet et la démocratie au cœur du projet de société, produire nos propres analyses et les diffuser, ça peut être à travers des podcasts, ça peut être à travers des documentaires, à travers de l'humour, à travers des expositions, des pièces de théâtre. Etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment important de nous éduquer, mais aussi d'éduquer les gens autour de nous, de diffuser ces savoirs. Et je trouve que pour l'instant, il y a quelques personnes qui essayent de diffuser ces savoirs-là en ligne. Hein. Je pense, je sais pas, Alexandre Dumas, Marie-Ève Coton, Frédéric Bérat, etc., et qui se font d'ailleurs extrêmement attaquer par l'extrême droite, qui reçoivent des menaces de mort, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut travailler sur le projet de podcast qu'on a, parce qu'on pense qu'on peut diffuser à une très large échelle et ça, c'est quelque chose qui est important pour produire des contre-savoirs. Je suis beaucoup des pages sur Instagram en France ou aux États-Unis et je trouve qu'ils sont beaucoup plus outillés. Ils ont beaucoup plus de pages de fact-checking, de contre-information, etc. que nous, on a au Québec en ce moment. Faire communauté, donc la question de comment on est capable de se protéger les uns les unes les autres, comment on arrive à se soutenir mutuellement, à offrir de l'aide aux autres, mais aussi à en demander quand on en a besoin, parce que le fascisme essaye de nous isoler. Hein. Donc nous, comment, face à cet isolement, on répond en faisant communauté, en se renforçant et en construisant des liens aussi, je pense, de solidarité sur le long terme. Ça peut être des fois des cuisines collectives, ça peut être créer des espaces festifs ensemble. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais qui font on se sent dans des espaces communautaires, on se sent soutenu, on sent qu'on est ensemble. Parce que moi, c'est ça qui me fait le plus de bien, je pense, de me sentir dans ces espaces-là, versus quand je suis tout seul derrière mon Instagram à voir tout ce qui se passe et à capoter. Et le dernier élément, c'est l'organisation d'actions collectives. Après, tu sais, il peut y en avoir d'autres. Là, moi, c'est juste des petits éléments auxquels j'ai réfléchi. Euh, Toute la question des manifestations, des contre-manifestations, d'aller dans la rue, d'afficher, d'agir ensemble. Donc, de faire de l'action. Donc, faire communauté, se faire du bien, être dans le care, etc. Mais aussi faire de l'action ensemble, c'est important. J'ai mis construire des ponts aussi entre mouvements sociaux, je pense que c'est important, ou en bloquer des fois.
Ça peut être d'organiser des événements publics, d'organiser des festivals. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes d'action collective. Et ce que je réfléchis aussi en ce moment, c'est comment on arrive à créer des organisations qui s'ancrent plus sur le long terme ou à renforcer notre réseau d'organismes communautaires. Je pense on a un beau réseau communautaire qui existe. Donc, comment on fait pour le renforcer? Comment on fait pour que ce réseau communautaire soit capable aussi de s'engager ensemble dans cette lutte contre le fascisme qui est si importante pour nous? Euh, ouais, voilà.